Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e podcast. Aujourd'hui, on va parler de QVT, donc comment rendre vos collaborateurs heureux. Waouh. Quelle belle présentation. On va discuter de tout ça, on va échanger forcément, on a préparé des petites questions. Et puis après, on va animer un petit débat qui va être un petit peu rigolo. Un ou deux, on verra. Et voilà, ouais, tout à fait. Voilà, bon, mais du coup, Damien, qu'est-ce que c'est la QVT? De petits coquins. Bon, alors déjà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a décidé d'être que deux. Voilà, enfin, aujourd'hui, que deux pour ce podcast. Qu'est-ce que la QVT? La QVT, c'est très simple. Déjà, c'est la qualité de vie au travail. Pas compliqué. Voilà. Merci à tous. Voilà, c'était Franck et Damien pour les préventifs. Non, la QVT, tout simplement, c'est un rapport assez spécifique avec le bien-être au travail. C'est comment se sentir bien dans son travail avec énormément de composantes. Donc, bien évidemment, c'est toujours autour du psychologique, mais ça va être la qualité de vie au travail par le rythme du travail, par les tâches qu'on a à faire, par les responsabilités, par les engagements collaborateurs, les engagements entre les collaborateurs. J'utilise beaucoup le mot collaborateur parce que Franck n'aime pas ce mot, donc je vais y aller à fond. Mais voilà, la QVT, c'est assez complexe, c'est ça prend beaucoup de volets. En fait, c'est une maison. Oui, c'est chialé. T'allais la faire, je la sais. Et voilà. On va parler, alors on verra plus tard, on va parler d'une catégorie de QVT, on va dire, de quelque chose qui peut faire la différence de façon un peu plus intense. Mais est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant que j'embraye? Non, tu peux envoyer. Parfait. Autre chose, on voulait faire un point précis pour faire la différence entre la QVT et les RPS. Donc, la qualité de vie au travail versus les risques psychosociaux. Alors, les grandes différences. Quelles sont les grandes différences entre les deux, d'après toi? On parle pas de la même chose, déjà. Exactement. Pour moi, parce que la qualité de vie au travail, ça va englober beaucoup de choses. Et les RPS, à proprement parler, ça va plutôt être une conséquence aussi, et c'est quelque chose qui doit être pris en compte de différentes manières. C'est-à-dire que la QVT, donc qualité de vie au travail, ça permet d'engager les salariés, de leur permettre de mieux se sentir au travail, ainsi de suite. Mais mettre en place une politique de QVT et aller loin sur les sujets QVT, ça implique pas qu'avant il n'y en avait pas. Donc il y a des sujets qui vont être, je pense, primordiaux. Donc quand on parle de RPS, on a déjà fait des podcasts à ce sujet, mais le fait d'avoir des salariés qui se sentent bien mentalement, qui sont bien accompagnés, qui savent quel est leur travail, qui sont ni en burn-out, ni en bore-out, ni en brown-out, ainsi de suite. Mais la QVT, ça va être... alors c'est pas mettre un baby-foot, c'est plus complexe que ça, mais c'est plus général que les RPS. Voilà. Tout à fait, et c'est surtout... différent, on va dire que la QVT c'est une cause, les RPS c'est une conséquence. Exactement. Les conséquences peut-être d'une mauvaise qualité de vie au travail. Donc c'est intimement lié. Après, comme tu dis, c'est beaucoup plus complexe que mettre un baby-foot. Pour le coup, on a plusieurs leviers. Il y a plusieurs leviers par rapport à ça. On va en citer 4. Allez, vas-y. Je crois que c'était un petit quiz. J'étais chaud. Vas-y, alors, essaie de me citer 4 leviers pour l'amélioration de la QVT. Ok, alors il y en a un qui m'est venu de suite quand on a parlé de QVT. C'est alors la marque entreprise, la marque employeur. Donc d'être en phase avec les valeurs véhiculées par l'entreprise. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Ça faisait pas partie de mes exemples, mais let's go. Mais en vrai, il y en a une dizaine, donc okay. Tu peux y aller. Alors moi, je vois ça. Après, la transparence, je pense. Ouais. Alors ça va plus rentrer dans un levier qui est le management. Ouais. Oui, c'est vrai, oui aussi. Pour le coup, j'allais le dissocier. La transparence par le management. Le manager est transparent. Le management de l'entreprise, en fait, est transparent avec les collaborateurs. C'est un choix. Ouais. Et après le baby-foot. Exactement. Non, mais ça, par exemple, ça peut être rangé dans une catégorie, dans un levier. En fait, ça va être plutôt le fait de quand on passe quand même beaucoup de temps au travail. Je pense que pour se sentir bien dans son travail, c'est chouette
et agréable d'avoir des espaces qui sont dédiés à autre chose que le travail, où, où on peut discuter avec ses collègues, où on peut faire autre chose que travailler sur les moments qui sont off. Je pense notamment au midi 2, quand on fait une petite pause ou quoi, ça sert aussi à décrocher pour être plus productif après, se sentir mieux. Et c'est bien de pouvoir avoir des espaces où on n'est pas dans le travail. Voilà. Tout à fait. Là, c'est la catégorie ce qu'on appelle l'environnement de travail. Ouais, exactement. C'est tout ce qui gravite autour, mais ça va. Donc là, tu parles aussi des moments de pause, mais c'est également très important dans les moments d'activité. Par exemple, les locaux, si tu as des locaux qui sont lumineux avec lumière naturelle importante, que tu as du volume, que tu as de l'espace pour poser ton setup et tout. Ça, déjà, ça influe énormément sur la qualité de vie. Parce que la qualité de vie au travail, souvent, c'est quand justement on tend vers les RPS et vers des problématiques plus profondes. Mais une mauvaise qualité de vie au travail, c'est des toutes petites choses qui vont t'énerver, t'embêter toute la journée. Et au fur et à mesure, cette petite chose, elle va grossir et elle va prendre plus d'importance. Là, tu parlais de setup, ça c'est vrai que c'est... je trouve que c'est un des points les plus importants, le fait de pouvoir être bien équipé. C'est-à-dire que avant d'avoir des grandes choses mises en place, des cours de yoga le midi ou des choses comme ça, je trouve que c'est presque plus important en tant que salarié de pouvoir dire j'ai besoin d'une bonne chaise de bureau. Si je travaille dans un secteur tertiaire, j'ai besoin d'avoir des bonnes chaussures de sécurité. Le personnel de magasin ou BTP qui ont des chaussures premier prix, sincèrement, pour l'avoir vécu, c'est terrible parce qu'au bout de 3 heures, on a les pieds en feu. Il faut changer très régulièrement de chaussures. C'est vraiment pas tenable. Tandis que si la direction a investi sur des bons équipements de travail, déjà on n'aura pas de douleur physique, on se sentira bien dans ses baskets. Quelle belle blague. Oui. Non mais ça c'est, je pense que c'est la première chose, c'est être bien équipé pour faire son taf. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a un autre, on va dire 2 autres volets qu'on n'a pas vus. Même 3. J'en ajoute comme ça là. Les volets de derrière, ça c'est. Non, alors, il y a les liens sociaux. Oui. Hyper important, ça, je voulais qu'on en parle parce que pour moi les liens sociaux c'est ce qui fait, avec le management, c'est ce qui fait 50% du taf. J'aime pas les gens. Non, voilà, après quand t'aimes pas les gens, pour le coup là mais pour moi tu peux avoir un boulot qui te plaît pas ou qui est très dur avec des conditions mauvaises ou quoi. Si tu t'entends extrêmement bien avec tes collègues et que ça en fait presque des amis, tu auras une perception complètement différente du travail. Oui. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais en même temps, je pense que si on se sent vraiment pas bien dans son travail parce que ça nous plaît pas ou quoi, le fait de se sentir bien avec ses amis, ça peut être, avec ses amis, avec ses collègues, c'est à double tranchant. D'un côté, soit ça rend vraiment le métier moins pénible, et du coup, on arrive à vivre avec ça et on est heureux d'aller au boulot. Soit, ça peut être aussi le contre-pied que de dire j'ai pas envie de laisser mes collègues parce que je les aime bien, mais je n'en peux plus de mon travail. Et là, en fait, ça ouvre justement sur des RPS où on va pouvoir tomber en burn-out, on va se blesser, ainsi de suite. En fait, on va tout simplement se sentir presque honteux et d'être dans une position délicate parce qu'on aime bien ses collègues, mais qu'on déteste son taf. Oui, tout à fait. Faut faire attention aussi à ça. Et là, c'est le rôle du manager que de dire je t'adore, mais... Après, ça vient peut-être aussi, le problème vient peut-être aussi du manager. Mais pour le coup, je suis complètement d'accord et ça aura des effets plus, alors pour moi, pas forcément de burn-out ou des trucs assez profonds, mais ça va je parle s'il y a des liens sociaux qui sont très forts, ça va influer plus sur le travail. La personne viendra peut-être un peu moins, soit avec un peu d'engouement, elle fera son travail moins bien pour plus profiter justement avec ses collègues. Tu vois, des choses comme ça. Donc ça peut avoir d'autres effets plus négatifs. Donc il y a également le management qu'on a parlé, je voulais un peu plus en parler car c'est quelque chose de très important. Mais le management, ça influe énormément. Pourquoi ? Déjà, si on n'a pas une bonne entente avec son manager, c'est difficile de rendre des comptes. Parce que techniquement, alors je sais, il y a plein de débats, mais le principe du manager, c'est aussi de driver
les personnes et d'être présent pour les autres salariés. Donc il y a quand même cette chose-là qui est de rendre des comptes, de pouvoir discuter et d'écouter ce qu'on nous demande, tout simplement. Et si on ne s'entend pas du tout avec son manager, que le manager est éclaté ou que le salarié a un problème avec l'autorité, entre guillemets, avec le fait qu'on lui donne des directives, ça peut engendrer des situations complexes. Ouais. Le problème du management, c'est qu'on dépend clairement d'une personne. On va dire que notre travail, il va nous être... Alors ça dépend encore une fois du style de management, mais notre travail va être dicté par une tierce personne qui peut justement nous driver d'une mauvaise façon, nous donner des choses que l'on n'aime pas à faire, ou aussi... peut-être dire que... Bon, après, c'est le principe du travail. Oui, non, bien sûr. Mais en fait, ça dépend de ta personnalité aussi. En fait, être manager, c'est quand même un boulot très délicat parce qu'il faut arriver à faire avec la personnalité de la personne que tu as en face. Exactement. Mais après aussi, il faut prendre en considération que dans certaines structures, plus grosses que Prévensis, mais le manager, lui aussi, il va dépendre d'un N+2, d'un N+3. Donc lui, il va donner des directives à ses équipes. Mais c'est pas lui qui a choisi qu'il fallait faire 300 000 euros ce mois-ci, quoi. Donc dans l'idée, il faut prendre tout en considération. Et effectivement, après, c'est un métier difficile. Hein, c'est pour ça que même on ne parlerait pas de manager, mais de management. Parce que là, du coup, c'est toute la ligne de management qui serait problématique. Et c'est souvent le cas. On dit toujours, moi, j'ai pas forcément décidé, j'ai la direction qui m'oblige à faire ça, donc il faut qu'on fasse ça. Donc, est-ce qu'au final, ce serait pas un problème de verticalité ? Ouais, en fait, tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait ce que je veux dire. Alors, je pars de... En fait, ça va dépendre des structures. Malheureusement, aujourd'hui, du moins pas à ma connaissance, sans cette verticalité, c'est difficile. Pour les grosses boîtes, ouais. Pour les grosses boîtes. C'est-à-dire quand il y a 2500 salariés, 2500 personnes dans une boîte, au final, il y a quand même des patrons. Le but d'une entreprise, ça va être de gagner de l'argent. Ouais. Donc que tout le monde soit bien, c'est une chose, mais c'est difficile d'avoir que des petites équipes. Donc ça voudrait dire sinon on a 450 managers et des équipes de 5 dedans, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir quand même des directeurs de pôle qui vont avoir des managers qui managent des pôles, ainsi de suite, je connais pas de méthode plus pratique. Ah ouais. Pour faire passer les... Après peut-être qu'on laisse pas aussi assez d'autonomie dans le management. Après ça dépend des boîtes. C'est ça. La boîte où j'étais avant, qui est une grosse boîte, il y avait de l'autonomie et même si c'était vertical comme ça se passait extrêmement bien parce que mon manager était super, son manager était super et le directeur commercial France était vraiment bien aussi. Oui, donc, après, il suffit d'une personne pour que toute cette chaîne se brise. Et puis même ça peut être une personne en soi qui est au même titre, au même niveau que toi. Ça peut être même un alternant, ça peut être n'importe qui met une mauvaise ambiance ou peu importe. Mais bon là on dérive du sujet QVT. Hein. Pas du tout, mais là on dérive du management. Ouais, tout à fait. Non mais après je pense que quand même dans la plupart des boîtes ça va. Hein. Je sais pas trop. En soi pour le coup on travaille avec beaucoup de sociétés. On en a quelques-unes qui ont des soucis, mais c'est souvent ponctuel, c'est rarement des soucis de fond, ça va être plutôt une organisation, un moment... Pour moi, on reste en France, donc il y a toujours des soucis. Oui, c'est vrai. Tu vois ? Et en fait, peu importe le style de management que tu auras, chaque style dérivera sur une problématique. La problématique sera jamais la même, la problématique sera plus ou moins importante, mais pour le coup, il y aura toujours une problématique liée à la typologie de management que tu sélectionnes. Tout le monde ne peut pas aimer une personne ou quoi, et si on a dans une entreprise, si on a une manière de manager qui ne correspond pas à une ou deux personnes, c'est très probable, et malheureusement c'est difficile de faire autrement. Ouais. Donc soit au manager de s'adapter, et avoir une personne en face qui est à l'écoute, et qui aussi veut avancer avec l'équipe, soit malheureusement ça marche pas. Alors j'ai un autre quiz pour toi. C'était pas censé être un quiz, mais finalement je vais le transformer en quiz. Quizon. Alors déjà, première question, est-ce qu'on dit quiz ou quiz ? On dit quiz. Ok, je te suis. Alors, quelles sont les différentes typologies de management ? Il y en a 4. Enfin 4 ou 5, allez. Oui. Il y a le participatif. Alors je veux les définitions.
Ouais, d'accord. Ouais, faut pas que je me gourre. En plus, sinon, je vais me faire engueuler par mon ancienne prof. Tu vois. Alors, les grandes lignes. Participatif. Allez, qu'est-ce que c'est? Participatif, c'est le fait d'inclure la totalité des salariés dans les prises de décision. Participatif, c'est une décision commune. On va presque se rapprocher d'un vote. On prend les idées de chacun et puis celle qui rapporte le plus de voix, on va vers ça. Oui. Ensuite, on va débriefer sur chacune. Ah ouais. Ah bah oui, t'es trop rapide. Ah ouais. Non, il y a participatif. Ouais, il y a vraiment énormément d'autonomie. C'est vraiment l'autonomie, c'est chaque voix compte et compte avec la même, on va dire, autorité. Je sais pas si je puis dire ça, mais avec le même nombre de points. Et pour le coup, le manager, c'est plus un coach qu'un décisionnaire. Exactement, ouais. Et ça, j'ai mis aussi collaboratif un peu au même niveau, même si collaboratif, c'est encore plus... collaboratif, ça va être vraiment... J'ai vu une entreprise qui avait un style de management collaboratif, mais poussé à son extrême. Oui, ils choisissent tous le salaire de chacun, et ainsi de suite. Exactement. Ça, j'ai trouvé ça aussi passionnant que utopiste, c'est ça. Et apparemment, ça marche très bien. Et tant mieux. Et s'il y a les bonnes personnes, il n'y a pas de raison. Exactement. Après, il faut adopter ce concept. Donc, ils sont combien? Ils sont une cinquantaine. En fait, je pense que les limites, c'est pour les grosses entreprises. Ouais, mais après, pour le coup, apparemment, ils avaient testé. Donc, c'était quelqu'un qui a créé cette start-up après avoir déjà été directeur général dans d'autres boîtes et qui avait des grosses structures et il faisait un peu le même système. Apparemment, ça marchait très bien. Mais pour expliquer ce que c'est le management collaboratif, c'est par exemple, il va y avoir des groupes de travail qui vont être créés en fonction d'une thématique précise. Imaginons, moi je suis chef de production et il va y avoir une dizaine de groupes de parole et je vais pouvoir choisir par exemple le groupe de parole rémunération. Et en fait, chaque mois, ce groupe de parole va se réunir pour essayer de voter des rémunérations, voter des améliorations, des augmentations pour certaines personnes qui le demandent. Voilà. Donc en fait, il n'y aura même plus de décision prise par la direction, le manager pour toutes ces choses-là. C'est carrément un groupe de parole qui le fait. Et ça, même pour la rémunération du directeur général, par exemple, pour n'importe qui. Ouais. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant parce que ça enlève du coup, ça brise complètement cette verticalité dont on parlait tout à l'heure, qui pour moi peut poser problème dans beaucoup de situations. Après, ça peut également éviter des problèmes dans beaucoup d'autres. En fait, je pense que ça dépend aussi de ce que fait l'entreprise. Sincèrement, typiquement dans le BTP, peut-être. Enfin, je vois mal une boîte de 50 ou de maçonnerie où il y a 50 salariés avoir le temps, sachant que les mecs ils ont souvent des agendas qui sont bookés sur 2 ans, prendre je sais pas une demi-journée par semaine ou par mois pour voter un côté le budget. En fait, il faut avoir aussi des managements, je pense, qui sont cohérents avec l'activité de l'entreprise. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, en soi, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, si ça rend les personnes plus engagées, plus productives, ça limite le turnover. Parce que ça, c'est une vérité. Pour le coup, personne qui est dans un groupe de parole, qui a cette importance-là, tu vois, il va se dire, mais c'est génial, moi j'adore cette boîte. Parce qu'il pourra faire autre chose que son taf au quotidien. En vrai, l'idée est super. Parce que ce qui est intéressant aussi, alors je sais plus si c'est Saliété ou si c'est moi qui vais l'inventer, mais il me semble qu'il y avait un spécialiste à chaque fois dans chaque groupe de parole. Par exemple, si demain il y a un truc dans le recrutement, il faut un RH, quoi. Tu vois, pour au moins connaître les règles, pour voilà. Pareil, rémunération, il faut au moins quelqu'un de la compta pour savoir si on peut. Faisable. Ouais, voilà. Oui, donc à chaque fois c'est hyper important et on se rend compte, enfin pas moi mais en tout cas dans cette entreprise là, ils se rendaient compte qu'il y avait une vraie prise de conscience de la part des gens et une vraie prise de responsabilité. Les gens se responsabilisaient automatiquement. Ils devenaient complètement responsables en disant là par exemple on va pas augmenter parce que on peut pas trop. Là où, dans certains cas, les syndics, ils auraient dit là, on se fait plus 10%. Donc c'est assez intéressant, je trouve. C'est là où ça pose les limites. L'idée est très bonne et tant mieux si ça fonctionne. Et même, c'est vrai que à terme, c'est utopiste. Mais si tout pouvait fonctionner comme ça, forcément, je présume que eux, de leur côté, niveau RPS, QVT, ils sont plutôt bien. Parce que le fait que chacun puisse moduler le travail
comme enfin en cohésion, mais ouais, vraiment modeler le travail à sa convenance, c'est ça reste l'idéal, quoi. Exactement, ça reste super. Ouais. Ensuite, il me manque 3. Alors ce qu'on peut appeler le directif. Oui, c'est ça. Donc là où on a, c'est très vertical, on a le grand chef qui dit on fait ça. Derrière, il y a des plus petits chefs qui disent vous faites ça, et ainsi de suite. C'est ça. Il y a une voix qui est reportée sur tous les autres. Donc, Qui est un management pour le coup classique, qui fonctionne bien dans certains cas, qui peut être plus complexe à des moments. Ça va vraiment dépendre plutôt des personnes et de la manière de faire. C'est-à-dire que même si c'est une voix qui compte, en fonction de comment ça va être amené, de la prise en considération des salariés et ainsi de suite, ça va être plus ou moins bien pris. Si on a un tyran, forcément ça va mal se passer. Si on a quelqu'un qui amène bien les choses, qui donne des directives, mais qui derrière pense au bien-être, pense à ses salariés et ainsi de suite, c'est-à-dire que si on est dans une boîte où tout le monde va être plutôt bien rémunéré et le ou la grande patronne n'est pas à 4 millions quand ils sont tous au SMIC, ça va mieux fonctionner que d'une manière un peu tyrannique. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est je me rappelle très bien de ces cours que j'avais eu il y a quelques années. Ça peut des fois paraître un peu à l'ancienne, ainsi de suite, mais en fonction, ça peut être aussi très bien, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins de stress aussi pour les personnes. Si derrière tout se passe bien, ça fonctionne. On est employé, on fait ce qu'on sait faire, et derrière on fait confiance à sa hiérarchie pour que ça continue, quoi. Ouais. Donc ça peut être une bonne chose aussi. Je pense que ça dépend, comme tu disais, du discours qu'il y a autour, mais moi personnellement, je sais que si tu es directif avec moi, ça ne marchera pas du tout, sauf si tu m'expliques. Ouais, exactement, ouais, bien sûr. Et ça, pour le coup, je trouve que ça fait la différence. Ouais. Alors, je pense que dans la perception des gens, on a beaucoup management directif, c'est tyran, tu fais ça, c'est comme ça et pas autrement. Pas du tout. Ouais. Ça, je pense qu'en soi, il doit y en avoir, mais après, il y a des cons partout. Voilà. Si on dit, on fait ça parce que là, on a cette stratégie, donc ça nous permettra après ça, je pense que du coup, tout le monde comprendrait la décision. Une boîte qui fonctionne bien avec ce type de management, c'est que derrière il y a de l'explication, parce que il faut savoir pourquoi on travaille, pourquoi on le fait. Ça me semble pas trop possible, du moins en 2024, d'avoir une boîte qui fonctionne extrêmement bien, ou qui fonctionne bien, si derrière on sait pas pourquoi on travaille, quoi. Tout à fait. C'est un avis, quoi. Mais... Très bel avis. Ouais, merci. 5 sur 5 TripAdvisor. Il m'en manque 2. Oui, on va avoir quoi? On va avoir le... Comment on l'appelle j'ai oublié. Jean-Michel. Non, j'ai oublié le nom, mais plutôt souple, le management agile, où justement on va donner des directives, on va écouter ce que disent les autres, on va potentiellement changer d'avis, mais au final c'est quand même la voix d'une personne qui va compter. C'est persuasif, ça. Ouais, ou persuasif, peu importe le nom, mais l'idée est là. Non, ça persuasif, en fait, l'objectif c'est de récolter les différents points de vue. Donc on va dire que le manager reste décisionnaire, mais qu'il fait participer toute l'équipe pour arriver sur une décision finale, qu'il prend en autonomie, voilà. Et ça, pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Enfin, ça dépend comment c'est amené, encore une fois. On peut que trouver ça pas mal, c'est ce qu'on applique chez nous. Ouais, je trouve ça vraiment génial. Non, mais je pense que c'est bien. Moi, je trouve que c'est la bonne chose à faire. Surtout quand il y a la personne qui prend la décision, ou les personnes qui prennent les décisions, ont la capacité de revenir sur ce qu'ils pensaient initialement. Oui, la remise en question. La remise en question est hyper importante avec ce management. C'est tout le but, en fait. Après, tu dis que nous, on est dans le persuasif, mais pour moi, on l'est pas vraiment. Tu sais pourquoi ? Non. Je vais te le dire pourquoi. Parce que pour nous, on est, alors du coup je t'enlève le dernier, on est délégatif. Délégatif, c'est quasiment pareil que persuasif, sauf qu'il y a une plus forte autonomie au niveau du management, au niveau des collaborateurs. Et en fait, nous, le truc, c'est qu'on n'est pas assez pour avoir un management persuasif. Enfin, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, je le mettais ensemble un peu. En fait, je vois l'idée. En fait, nous on est délégatif parce que toi, par exemple, tu as énormément d'autonomie, t'es manager et tu fais un peu ce que tu veux. C'est juste que
vu qu'on n'est pas beaucoup, ça se perçoit beaucoup moins, et du coup, les décisions, en général, tout le monde est au courant de toutes les décisions. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a une voix qui tranche, mais très souvent, il y a énormément de choses qu'on fait en autonomie et on ne s'en rend même pas compte. C'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Ouais, non, c'est vrai. Tout à fait. Ça, voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc j'adore le délégatif. Oui. Non, c'est vrai. Mais voilà, après, il y a des dérives pour chacun, et notamment le délégatif, où il y a un côté aussi stress qui peut rentrer en compte, parce que pour le coup, Il y a pas moins de maîtrise sur certains sujets. il y a moins de maîtrise, mais aussi pour les personnes, il faut être apte à prendre des responsabilités. Ah oui, tout à fait, ouais. Tu vois, parce que si demain tu mets beaucoup d'autonomie à quelqu'un, un responsable, en lui disant, bah, écoute, Kiki, tu fais ce que tu veux, mais par contre, c'est toi le responsable. Donc ça veut dire que si derrière il y a un problème, et ben voilà, le type il va se monter en pression, quoi. Donc il faut arriver à absorber toute cette pression aussi. Tout à fait. Donc ça, encore une fois, je pense que c'est très compliqué d'avoir un style de management qui est, on va dire, supérieur aux autres, parce que ça dépend Ah oui. complètement des personnalités que tu as de chacun. Des personnalités, des salariés, de la taille de l'entreprise, de l'activité de l'entreprise aussi. Mhm. Ah, ça dépend Et, de beaucoup de choses. et après, j'aurais même une question. Est-ce que, d'après toi, on peut avoir différents styles de management dans une seule boîte? Ouais, je pense, mais à mon avis, c'est pas l'idéal. Ok. En fait, si, ça peut fonctionner. Par exemple, sur des très grosses boîtes, Mhm. avoir un codir qui va donner des directives claires à ses managers et avoir derrière des managers de pôle, enfin des directeurs de pôle ou quoi, qui vont manager de différentes manières les équipes. Ça, on le voit. On peut avoir, un directeur régional qui va être plutôt délégatif et faire confiance à ses directeurs de magasin. Et derrière, on peut avoir un autre qui va être collaboratif, et ainsi de suite. Ça peut marcher. Mais je pense qu'il faut avoir un nombre de salariés assez conséquent. Mhm. Parce que demain, si on est 15 dans une entreprise et qu'il y a deux managers, qu'il y en a un qui est collaboratif et l'autre qui est directif, ouais, ça va faire un conflit. Ouais. Moi, je pense que l'idéal, c'est que chaque manager peut avoir différents managements. Tu vois, genre Oui, par mais exemple, ça va toujours dépendre aussi de plein de choses, enfin de l'activité et aussi des relations Ouais, entre collègues. ouais, mais par exemple, tu vois, un manager peut manager différentes personnes de différentes façons, tu vois. Oui, tout à fait. Et ça, je trouve que Ah, mais justement, ça, c'est de l'adaptabilité plutôt, tu veux Exact. dire. Ouais, ah, c'est oui, ça. bien sûr, oui. c'est non, que mais ça, vraiment, ça, tu ça, vois, oui. genre, tu t'adaptes à vraiment chaque profil que tu as en face de toi. Ah, ça, c'est le mieux, oui, bien sûr. Ça, je pense que c'est génial, mais pour moi, on n'a pas assez cette aptitude, je veux dire en France, mais peut-être partout, hein, mais à apprendre ça au manager. Tu vois, au Non. manager, on apprend des choses. Non, je pense que- Après, Je suis pas d'accord avec toi. Je pense Ah. que le problème, il est, du moins en France et de ce qu'on voit, c'est que tu deviens manager pas parce que tu as été formé en tant que manager, mais parce que tu as passé 10 ans dans une boîte. Alors que s'il faut, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec t'étais Kéké, d'accord avec moi. ouais. J'allais te le mais c'est que dire. l'idée, en fait, c'est pour devenir manager, il faut l'avoir appris. Et Oui, le tout à fait. problème, c'est qu'on a beaucoup de gens qui deviennent managers sans forcément même le vouloir, si ce n'est à part le salaire, qui Mhm. veulent pas forcément devenir manager. Pourquoi? Parce que c'est des problèmes, il faut le dire aussi. Ouais, tout à fait. Alors pas que, c'est très bien aussi, C'est que des problèmes. mais c'est que des problèmes. Non, mais après, c'est exactement ce que j'allais dire. On a une problématique, c'est que vraiment, on a des gens qui montent en compétences, enfin qui montent en interne, mais pas en compétences. Donc ça veut dire qu'ils sont propulsés sur un poste de management Ou sans plus en forcément compé- avoir des formations. Ou plus en compétences techniques que... Oui, tout à fait. Mais un très bon technicien. Et c'est un peu le même problème avec l'éducation nationale. Là, je vais aller dans un autre sujet. tu me fais la moue, peut-être. Mono. Non, mais ça reste très important. Moi, je le vois, j'ai eu des profs qui étaient excellents en termes de connaissances, mais qui apprenaient très mal, qui n'étaient pas du tout pédagogues. Et ça, pour le coup, c'est un vrai métier d'avoir de la pédagogie, tu vois. Ce que tu veux nous dire, c'est que tu as un prof qui t'a dit d'arrêter de parler et que tu l'as très mal pris. Ouais, ils m'ont tous dit ça, donc heureusement, je les ai pas tous. Non, mais je Non, vois ce que mais tu veux tu dire. vois ce que je veux Après, dire. C'est un métier, et je pense que souvent on fait la distinction, on fait pas la distinction entre les compétences techniques et les compétences relationnelles. Mais là, pour le coup, tu parles de l'éducation nationale, mais c'est différent. Enfin, ça dépend des managers, mais pour le coup, un prof, il va avoir quoi, 300 ou 400 élèves par an. Oui, c'est Et énorme. donc, sur des classes de 30 où tu as 1 heure de cours, c'est difficile de s'adapter à chaque élève. Ah Alors, oui, oui. il y a des profs qui arrivent plus ou moins bien que d'autres, mais c'est quand même, pour le coup, en plus c'est des ados, pour le coup des enfants, c'est encore plus dur,
parce qu'il n'y a pas la maturité de quelqu'un qui a voilà. Ah oui, c'est sûr. La capacité de réflexion quand on est ado, elle est moins grande aujourd'hui. Surtout nous. Oui. Non mais enfin, donc c'est quand même c'est difficile quoi. Ah non, oui, c'est un sacré métier. Mais c'est pour ça que je pense que la pédagogie doit rentrer plus en compte que le savoir fondamental. Super, on va passer à un petit débat. Un petit débat alors on l'a choisi notamment par rapport à je pense à ce que tu penses de ce rôle-là, mais est-ce qu'il y a une réelle utilité à l'happiness manager? Alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est l'happiness manager, justement, c'est tout le truc du débat, donc explique pas. Et si, il faut savoir, Oui. il faut savoir s'il y a une utilité, donc autant qu'on sache ce que c'est. Et ouais, mais justement, c'est là où moi je trouve que. Ah, alors normalement, le happiness manager, c'est celui qui est censé rendre les gens heureux. Oui. Enfin non, la traduction littérale de ça, de l'anglais, c'est ça. Mais non, c'est quelqu'un qui s'occupe des collaborateurs. Ouais, c'est ça. Techniquement, c'est ça. C'est quelqu'un Techniquement, qui c'est essaie ça. de répondre au bien-être des collaborateurs. Et c'est très bien. mais moi, pas mon problème, mais de ce que je vois, c'est que souvent, l'happiness manager, malheureusement, c'est qu'une toute petite partie de ses missions. Ouais. Et c'est là où je trouve que c'est problématique, puisqu'en fait, l'happiness manager, il a toujours pareil, avec le peu d'expérience et le peu de clients, enfin voilà, c'est des expériences. Je trouve que souvent, l'happiness manager, c'est celui qui va aller remplir le café, qui est pris dans une boîte où on lui dit oui, ton but c'est d'être happiness manager, mais finalement c'est celui qui va s'occuper des commandes du café, qui va s'occuper de gérer le personnel de ménage, qui va s'occuper de gérer les petits problèmes, qui va faire les locaux, qui va faire un peu assistant RH, un peu assistant admin, un peu de tout, sauf forcément de s'occuper de l'activité. Je trouve ça dommage. Sur le principe, je trouve que c'est super bien pour certaines boîtes, mais sur la réalité, je trouve que c'est un peu Tu penses qu'il y a une dérive du métier? Ouais, je pense que c'est... Pour beaucoup, en fait, on dit happiness manager, mais la réalité, c'est que on avait besoin de quelqu'un à l'intendance, et c'est un peu dommage pour les personnes qui veulent vraiment faire ce métier, quoi. Et après, est-ce que tu penses qu'il y a une réelle utilité? Je pense que oui. En soi, oui, c'est sûr qu'il y a une réelle utilité, puisque, on le sait, être heureux dans son travail, ça permet déjà d'avoir moins d'absentéisme, ça permet d'avoir plus de productivité, ça permet à toutes les personnes de forcément se sentir mieux. Si on se sent bien dans son travail et dans sa vie perso, on est plutôt heureux. Le but, voilà, c'est justement de faciliter un peu la vie des salariés. Donc le principe, je le trouve très bien. Après, moi, tu vois, je suis assez contrasté par rapport à ça, parce que l'happiness manager, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a besoin d'avoir un métier pour ça, quoi? Je suis désolé, mais à part des boîtes énormes, je vois pas comment tu peux passer tout ton temps à traiter ce genre de sujet. Après, on le voit que dans des grosses boîtes quand même. Ah non, pas du tout. Aussi. En vrai, nous, dans les trucs start-up et tout, là, il y en a des fois, tu te dis, mais vous êtes 35, qu'est-ce que. Mais c'est ce que je dis. Et après, oui, exactement, ça a une dérive. Ça a une dérive. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais après, même sur. Attention, non, ça reste un débat. Mais même sur les grosses boîtes, en vrai, tu peux mettre le CSE sur certaines de ces questions, tu vois. Et est-ce que tu as besoin vraiment d'une personne pour ça? Je sais pas. Je pense pas forcément. Hein. Je pense que tu peux avoir des groupes de parole, comme on disait par exemple pour le collaboratif. Tu vois, tu crées un groupe de parole qui se regroupe une fois par mois et qui traite ce sujet. Je pense que tout le monde sera content de prendre 2 heures dans son mois pour en parler et pour essayer d'instaurer de nouvelles choses dans l'entreprise. Faire des commandes de ce que tu veux, si tu veux un baby-foot, le fameux, tu le commandes à ce moment-là. Tu vois, pour moi, c'est aussi c'est le rôle de l'happiness manager, que de dire, en fait, l'happiness manager, il va dire, ok, j'ai des demandes, donc pourquoi pas faire un référendum, non, mais faire un groupe justement de parole à ceux qui veulent, ainsi de suite, organiser des événements pour dire, cette année on a 3 000 € de budget pour la salle de pause. Vous m'avez demandé un billard, vous m'avez demandé un baby-foot, ce qu'on vous propose c'est un petit vote, comme ça c'est ce qui est la majorité. Comme ça tu peux très bien le faire. Oui, mais en fait il y a tellement d'autres sujets sur certaines grosses boîtes que je pense qu'il y a du taf quand même. Ouais, peut-être sur les grosses boîtes. Après c'est vrai qu'à 35 je trouve que c'est bon.
Non, Je suis pas persuadé. même à 200, enfin en soi, même à 200, je suis désolé, mais t'as pas forcément ce besoin d'avoir un Après, happiness manager. Ou alors il t'apporte vraiment des compétences. Là, c'est différent. ah oui. Vraiment, il faut que l'happiness manager, parce que maintenant, t'as l'impression que l'happiness manager, c'est le type qui a fait, je sais pas, qui a fait de la randonnée pendant 2 ans et qui, du coup, maintenant, est happiness manager, tu vois. Il n'y a pas vraiment de compétences spécifiques. Alors que pour le coup, ça devrait être vraiment la QVT, il y a beaucoup de choses à faire. Exactement, si quelqu'un... Pour moi, c'est ça le happiness manager. Mais t'en as pas énormément qui sont vraiment spécialisés dans ce genre de choses, tu vois. Quand tu regardes, qu'est-ce qui permettrait de faire happiness manager? Peut-être un travail dans la psychologie, dans les risques psychosociaux, quelque chose comme ça, tu vois. Notre travail, clairement, ça peut en faire partie, parce que nous, on essaie d'apporter du bien-être au travail, donc c'est clairement dans le vif du sujet, on peut dire. Mais après, parce que c'est ça, si tu prends un happiness manager et qui te dit demain, super, on va acheter des trucs pour faire la fête, on va acheter, je sais pas, un baby-foot. Après, je pense qu'il faut pas caricaturer le métier. Mais par contre, s'il y a des gens qui passent sur le podcast et qui sont happiness manager ou qui en ont dans leur entreprise, je suis curieux d'avoir votre avis sur comment vous ressentez votre métier. Est-ce que nous, c'est des mauvaises expériences ou des expériences qui sont un peu tronquées? Et d'ailleurs, on vous invitera sur le podcast si vous réalisez. Parce que c'est vrai que ce serait intéressant de savoir, est-ce que vous ressentez comme nous votre métier, ou peut-être il y a des choses aussi que nous on oublie, qu'on n'a jamais vu, c'est possible, parce qu'on en connaît une dizaine, une quinzaine où on voit ça, mais c'est peut-être... Après oui, on fait sûrement une généralité. Après c'est le problème souvent avec les nouveaux métiers, c'est que là pour le coup ça reste un métier très récent. C'est récent, ouais. Donc forcément, nous, on a la vision du peu de connaissances qu'on a, quoi. Mais et encore une fois, peut-être que demain, il y aura un BTS ou un Master Happiness Manager qui va sortir. Why not? En soi, tout ce qui a trait au fait du bien-être au travail et ainsi de suite, et avoir une personne qui est responsable de ça, je trouve que l'idée est très bonne. Ah mais ça va être c'est l'avenir après. Ouais, mais après, c'est vrai que quelles sont exactement ses missions? Aujourd'hui, je trouve que ça va être plutôt de la délégation de d'autres services que à proprement parler des choses à faire. Donc, je suis contrasté. Écoute, sur ce magnifique contraste, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a assez peu de parler QVT. Si. Mais ça fait partie, en vrai, je trouve que c'est intéressant. Ouais, on a parlé, tout ce dont on a parlé et tout ce qu'on a évoqué, c'est ce qui construit la QVT. Ouais, c'est ça. Donc au final, là on a parlé de la QVT à chaque fois sur certains secteurs précis, mais quand tu prends la globalité, c'est la QVT. Oui, tout à fait. Non, mais ça fait du bien des podcasts un peu plus chill comme ça entre nous aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là on s'est décidé de faire une petite discussion à deux. Voilà. Il manquait que le pinard et le sauciflore. Eh ben la prochaine fois. Prochaine fois. On fait lancer franc ou pas? Ouais. Allez. Un chacun one shot? Ouais. Bah ouais. Ok, ou c'est le premier qui met le panier plutôt? Allez, le premier qui met le panier. Allez, let's go. Et nous revoici. Aujourd'hui, full chill, on fait ça assis. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on est tranquillou. Le premier qui met, il a gagné, et puis voilà. C'est ça, c'est full canap, on a la flemme de se lever. Donc on reste assis. Voilà, et pour ça, je vais le mettre du premier coup. Comme ça, on n'a pas à se lever. Ça va être beaucoup plus dur. Mais bon. Oh dommage. Dommage. Attends, mais je me mets en situation là. Hop. Aïe. Vas-y. Ah, merci. C'est bon. Balle de basket, j'ai gagné là. Oh oui, bien sûr. Deuxième coup pour Franck, du coup, est-ce qu'il va le mettre? Eh ben non, forcément, parce que il est nul. Merde. Super. Alors, c'est moi qui suis nul. Ça, c'est prud'homme. C'est facile. Ça, c'est ça. À chaque fois que je lui dis un truc qui lui va pas, il me dit ça, c'est prud'homme. C'est pourri. Oui. Il fait un dossier. À un moment, à chaque fois, il disait je mets dans mon petit carnet. Alors. Les petits secrets. Oh là, ça tu vas le mettre dans ton carnet, ça? T'as gagné. Alors. La question. Et ben voilà, ça fait 2. Et ben alors ma question. Alors. Comment ça va toi? Ça va. Ouais, ça va. Tiens, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce que j'ai quelque chose à demander? Donc là, c'est une question sur nous. Sur ce que tu veux. Sur ce que je veux. J'ai une question. Est-ce que tu penses que tu aurais été plus heureux à être à 100% au bureau
Ou alors, là, parce que là, pour la situation, Franck est à 100% télétravail. Donc, est-ce que tu aurais été plus heureux, tu penses, à 100% au bureau ou 100% télétravail? Non, Et pourquoi? Plus en télétravail. Ok. Voilà. D'accord. Non, alors pourquoi? Parce Pourquoi que quand j'habitais à Toulouse, ici, du coup, quand même, le matin, je mettais 45 minutes à venir. Mhm. Et en toute sincérité, les transports, j'ai beaucoup de mal. Ça m'énerve de me dire que je perds 2 heures de ma journée dans les transports, ce qui est le quotidien de tout le monde, hein. Mais c'est vraiment quelque chose que je vivais mal et j'ai eu cette chance de pouvoir me mettre en full télétravail. Après, j'avoue que venir au bureau, j'aime bien. Je pense que le mieux, ce serait un mix des deux et de pouvoir faire comme bon me semble, en fait, en fonction de mon mood. De la journée. Mais bon, ça c'est compliqué parce que même moi, en termes d'organisation pour les équipes et tout, c'est pas terrible. Du coup, non, le mieux, je pense, ce serait d'habiter proche et de venir 2 à 3 fois par semaine. Ouais. Mais après, c'est vrai que. En fait, ça a des pour et des contre. Mais je pense quand même que je suis mieux en full télétravail qu'en full au bureau. Ok. 5 jours semaine au bureau, ce serait pas possible. Ok. Voilà. Eh ben écoute, merci pour cette réponse. Bah, Super. Bah, écoutez, on va clore sur, Ouais, tu clôt sur ça. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Donc là, c'était le 5e. On vous réserve une petite surprise pour le prochain. On dit, en vrai, on balance la surprise. Non, on balance pas la surprise. On sera pas dans les bureaux et c'est possible qu'on soit avec nos grands-parents. On n'en dit pas plus. Oui, voilà, oui, t'as déjà tout dit. Non, bah non, pas du tout. C'est possible qu'on soit avec nos grands-parents, mais peut-être pas. Non, ouais, on va faire un petit podcast qui nous tient à cœur déjà. Oui. Et qui, je pense, va être hyper instructif. Ouais. Voilà. Tout à fait. Donc suivez bien, activez la cloche, mettez un petit like. Le petit pouce bleu, comme Le petit pouce bleu. Et tous les happiness managers, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de notre avis. Insultez-nous. Mais non, pas du tout. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant d'avoir votre retour sur votre métier, ce que vous avez fait comme étude. Est-ce que vous vous sentez un peu lésé par rapport à certaines situations ou pas? Voilà, c'est toujours instructif pour nous. Petit appel pour les happiness managers. Voilà. Allez, en tout cas, merci à tous, à très bientôt et grande bise. Ciao.